On est également avec Charles Gave, bonjour. Bonjour. Le président de l'Institut des Libertés, qui est donc également l'un de nos experts aujourd'hui. Alors bien évidemment, le report de l'écotaxe et toutes ses conséquences, c'est ça qui va principalement nous occuper. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on a vu ce matin que du côté de la majorité, on commence à se dire qu'il y a peut-être des questions autour de la signature du contrat avec Ecomove, ce fameux conglomérat qui a mis en place cette écotaxe. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors le gars, votre sentiment, vous qui avez de temps en temps un œil un peu plus extérieur, parce que vous ne vivez pas tout le temps en France, comment vous vivez ça? Vous vivez à Hong Kong Je vis à Hong Kong. Mais si vous voulez, d'abord à Hong Kong, la situation est très simple. Les déclarations d'impôts sont très simples. Vous avez une carte postale, on vous demande combien avez-vous gagné cette année, enlevez 15%, envoyez-le nous, merci beaucoup. Donc si vous voulez, c'est quand même, on n'a pas ces papiers à remplir. Je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que dans un système économique, la quasi-totalité des phénomènes sont réglés par quelque chose qui s'appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% de l'alcool est bu par 20% des gens, 80% des accidents de la route sont faits par 20% des gens, etc. C'est la loi des 80-20. 80% des richesses en France sont créées par 20% des gens qu'on appelle les entrepreneurs. Si on continue à les massacrer, il ne faut pas s'étonner que la croissance n'arrive pas. Si vous tuez les entrepreneurs, et c'est un des grands défauts du socialisme, c'est qu'ils ne comprennent pas la notion d'entrepreneur. Ils pensent qu'on peut remplacer un homme par un autre parce qu'on peut remplacer un énarque par un autre. Mais parce ils sont tous pareils. Mais si vous voulez, l'entreprise, c'est une vocation, c'est presque une vocation de nature religieuse. Vous cherchez à rendre service aux autres. Si on vous empêche de le faire en vous prenant tout votre argent, eh ben, le pays tombe en faillite. Tuer les entrepreneurs et vous n'avez plus rien. C'est ce qu'avait dit très bien Saint-Simon. Charles Gave. Ben vous savez, c'est un État qui a beaucoup de mal à se réformer parce que, comme je l'ai dit la dernière fois que j'étais passé chez vous, à partir du moment où vous avez la quasi-totalité des gens dans le système... Essayez de vous rapprocher un tout petit peu du micro. La quasi-totalité des gens dans le système politique qui sont des administratifs, qui sont des gens qui ont été élus parce qu'ils sont fonctionnaires. Si vous aviez une chambre de garçons coiffeurs, eh ben, elle prendrait des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Réformer l'État, ça veut dire s'attaquer aux privilèges de la fonction publique qui sont nombreux et variés. Or, comme ils dominent les pouvoirs politiques et administratifs partout, vous demandez à des gars de commettre un suicide. Donc la réalité, c'est que la première des réformes qu'il faut faire, avant même de changer à une réforme de l'État, c'est de faire ce que font les trois grandes démocraties les plus anciennes du monde, la Suisse, les États-Unis et la Grande-Bretagne, interdire aux fonctionnaires d'être élus. Ils peuvent être élus, mais à ce moment-là, ils abandonnent la fonction publique pour toujours. À partir de ce moment-là, une réforme de l'État sera jouable. Mais tant que vous avez les pouvoirs publics qui sont détenus par les fonctionnaires, vous ne pouvez pas attendre de ces gars-là une réforme de l'État. Il ne faut pas être suicidaire, quoi. Mais il y a eu une déclaration intéressante qui a été faite ici. L'impôt, il peut avoir trois justifications. Payer des services qui bénéficient à tout le monde, le cas échéant, financer des transferts sociaux que la population accepte par solidarité nationale, et troisièmement, punir. Or, si vous voulez, les deux premiers peuvent se discuter dans une démocratie. Le troisième, qu'il s'agit d'une application de la jalousie, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une société fondée sur la jalousie qui n'ait pas explosé. Donc, si vous voulez, l'envie n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez bâtir l'affection sociétatiste qui unit un pays. Or, ces gens-là ne passent leur temps à promouvoir l'envie, la haine de la classe en face, comme leur principal produit. Eh bien, écoutez, je trouve que moi, je ne me sens pas en... Donc vous n'êtes pas prêt de rentrer en France? Si, j'ai bien l'intention d'entrer en France, parce qu'à partir de maintenant, il va falloir faire entendre sa voix. Vous savez, il y avait Burke, qui était un philosophe anglais, qui disait « Rien de mal peut arriver à un pays si des gens d'honneur se lèvent et parlent au bon moment ». Je me demande si le moment de parler n'est pas arrivé. Alors, on a beaucoup parlé de l'écotaxe dans la première partie de ces experts. Très rapidement, on va s'intéresser au travail du dimanche. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ce matin Bompard, qui était l'invité de Stéphane Soumier, le patron de la FNAC. Alors déjà, interview en tant que telle très intéressante. Je vous assure que si vous aviez un doute, il nous laisse presque croire que la FNAC a un avenir. Donc déjà, au minimum, c'est un très bon communicant. Mais surtout, il nous a dit sur le travail du dimanche qu'eux, ils sont extrêmement intéressés. Il dit, mais pourquoi Amazon a le droit d'ouvrir le dimanche? Et il nous a donné un chiffre que j'ai trouvé intéressant. 20% du chiffre d'affaires d'Amazon est fait entre le samedi soir, 20h, et le lundi matin. Tout ça s'inscrit dans le débat actuel. On a eu hier Casto et Leroy Merlin qui vont pouvoir rouvrir le dimanche contre Bricorama. Qu'est-ce que ça vous inspire, Guy? Charles Gave?
On retrouve toujours le même syndrome français, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de syndicats dits représentatifs qui sont arrivés après 1945 et qui s'arrogent le droit d'empêcher les Français de faire ce qu'ils veulent, et donc ils sont attentatoires à la liberté individuelle. Et ces gens-là représentent peut-être 2 à 3% des gens qui travaillent dans ces magasins. Donc je me dis simplement, qui a donné l'autorisation à ces syndicats d'être représentatifs? Ce qui rend quelqu'un de représentatif, c'est l'élection. Qu'on retourne à l'élection, qu'on enlève cette survie de 1945 et qu'on empêche cette saloperie. On met peut-être un quorum un petit peu plus élevé pour obliger certains... Cette saloperie des syndicats représentatifs qui bloquent tout dialogue social en France. Mais dans la société française actuelle, où on peut dire qu'il y a quand même un droit du travail qui était... relativement conséquent. Il y a déjà un nombre de pages. Qui est très rigide et qui est le plus épais du monde. On a l'impression qu'il faut quand même arriver à assouplir le système, parce que là aussi, sinon, on arrive sur le point de rupture sur l'aspect fiscal, mais sur l'aspect non-emploi, emploi, avec les modifications de la société française, où il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, et il faut qu'on donne de la souplesse au système, sinon et des vieux. On va avoir une double explosion. Et les gens qui vont avoir besoin, les retraites ne vont pas être formidables. Non seulement ça, mais il y a des tas de gens de 50 ans qui n'ont pas de boulot. Oui. Moi, je trouve ça absolument scandaleux qu'un type de 50 ans en pleine forme de l'âge n'ait pas de travail. Je trouve ça absolument inimaginable. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, il n'y a pas de droit du travail, il n'y a pas de chômage non plus. Hein. Et on le compte. J'avais un ami américain qui disait qu'en France, 2 adultes consentants peuvent tout faire l'un avec l'autre, sauf travailler l'un pour l'autre. Ce sera le mot de la fin pour ce dossier du travail le dimanche. Allez, on va devenir un peu plus positif, parce que c'est quand même une journée d'introduction en bourse avec des deux côtés de l'Atlantique 2 symboles peut-être quand même français, avec ce symbole Criteo. Alors là, on est dans le domaine du ciblage pour la publicité sur Internet. Une société qui s'est vraiment créée, ce qui est assez marrant, au début aux États-Unis. Le patron est revenu en France pour développer son entreprise, mais qui va se coter quand même sur le Nasdaq. Et on a par ailleurs aujourd'hui la division des batteries électriques de Bolloré, Blue Solution, qui également s'introduit du côté de Paris. Mais on va peut-être plutôt s'intéresser au symbole Criteo. Nous aussi, d'une certaine manière, on est capable d'avoir notre Facebook. Vous voyez, j'ai créé toute une série d'entreprises dans ma vie. Et il y a quelque chose de tout à fait évident, c'est que les gens français dans ces entreprises, j'ai eu à peu près toutes les nationalités de la Terre, sont toujours parmi les tout meilleurs. Ils n'ont pas une grande capacité à travailler les uns avec les autres. Ce n'est pas des Suédois qui travaillent facilement les uns avec les autres. Ils sont souvent des francs-tireurs. Mais ça n'empêche, ils ont des idées, ils sont originaux, ils sont extraordinairement travailleurs. Il n'y a qu'à regarder la France. La France est un pays superbe qui a créé de la beauté partout et toujours. Si vous voulez entreprendre, c'est créer de la beauté, c'est créer un service, c'est créer quelque chose qui rendra service à quelqu'un d'autre. Et donc, je me dis, mais c'est tout à fait extraordinaire. Ce pays qui a naturellement vocation à créer de la beauté est bridé par une classe politique et administrative qui crée de la laideur et de la lourdeur. C'est tout à fait extraordinaire. Le peuple français est passionnant. Mais écoutez, c'est tout simple. Pour qu'il y ait une épargne, il faut que la rentabilité sur vos investissements soit supérieure au coût des emprunts que vous pouvez souscrire pour acquérir cet investissement. Or, aujourd'hui, prenez le cas de la France, le taux de croissance du secteur privé en France a été à peu près entre 0 et -1 depuis 5 ans. Bon an, mal an. C'est-à-dire que le secteur privé en France s'est développé de -1 à -2%. C'est-à-dire que le secteur privé est en contraction structurelle. Les taux d'intérêt pour l'État sont aux alentours de 2%, c'est-à-dire pour le secteur privé, ça doit être au moins 3 ou 4. Quel est l'imbécile qui va emprunter à 4 pour investir à -1 ? Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, le secteur privé français est en train de crever, comme l'a fait le secteur espagnol, comme l'a fait le secteur italien, et que nous sommes fonctionnant en France, en fait. Fonctionnant en France. Je ne parle pas des entreprises françaises cotées à Paris et qui vivent à l'étranger, qui ont compris ça il y a très longtemps. Les grosses PME en France ont des marges qui sont la moitié de celles des entreprises similaires en Allemagne. Charles souligne un point très important. C'est parce que vous vous souvenez, on a toujours la polémique sur les dividendes du CAC 40. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises sur le territoire français n'ont pas une rentabilité extraordinaire, voire globalement par définition. Mauvaise, la moitié de celle des Allemandes. Oui. Charles Gave, sur le coût de l'euro, l'euro est trop cher ? L'euro, c'est un prix de marché. Donc, si vous voulez, il est ni trop cher ni pas trop cher. C'est le prix que le marché met aujourd'hui sur l'euro, qui est probablement aussi une fonction de ce qui s'est passé aux États-Unis, une perte de confiance sur le dollar. Mais je voudrais dire quelque chose d'assez simple, encore une fois, en tant que financier.
On est en train de forcer un certain nombre de grands systèmes bancaires à se rétrécir de façon prodigieuse entre les accords de Bâle III, etc. Ces systèmes bancaires, comme le système bancaire français, avaient des actifs très importants à l'étranger. C'était les grandes banques françaises qui finançaient le commerce international, par exemple. À partir du moment où vous forcez ces banques à augmenter leur capital et ou à rétrécir leur bilan, elles vont rétrécir leur bilan, donc elles vont vendre les actifs à l'étranger. Elles vont faire rentrer l'argent en Europe, et elles vont acheter des obligations d'État françaises, puisqu'il n'y a pas de réserve obligatoire sur les États françaises. Ce simple phénomène de contraction des banques extérieures qui ramènent leur fric en France va faire monter l'euro. Ça n'est qu'une preuve de plus de la déflation qui existe en France. C'est ce qu'on a connu en 1934 avec Rueff. M. Trichet a posé une déflation à la France qui a tué l'économie française depuis 20 ans, et ça continue. Donc, si vous voulez, moi j'ai dit quand l'euro a été créé, j'ai dit l'euro va créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, Guillaume Dard, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, la balance commerciale européenne est en train de s'accroître positivement. Par dépression chez tout le Sud. Voilà. Du coup, l'euro est très fort et l'euro suit la pente du Deutsche Mark. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Si vous faites une droite de régression depuis 30 ans, l'euro, ça suit le Deutsche Mark. Et alors, ça pose des questions, en tout cas pour la France, d'adaptation très fortes. Et donc, ça souligne encore une fois les questions que vient de poser Christian. C'est si on ne s'adapte pas à notre appareil, là aussi, cette déflation dont parle Charles va nous emporter. En fait, on ne peut pas avoir une monnaie forte si on n'a pas énormément de flexibilité dans les marchés du travail. On ne peut pas. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, on a une contradiction extraordinaire entre la France bénéficie d'une monnaie forte et n'a aucune des caractéristiques d'une monnaie forte. Donc, si vous voulez, s'il y a une contradiction... Charles Gave, est-ce qu'il faut attendre quelque chose des États-Unis, réunion de politique monétaire aujourd'hui encore du côté de la Fed, ça va se terminer. A priori, à moins de changer une virgule dans un paragraphe, il ne devrait pas y avoir une révolution. Écoutez, ça fait très longtemps que je dis que la politique des taux d'intérêt réels négatifs aux États-Unis va empêcher toute croissance. Puisque, automatiquement, quand vous avez des taux d'intérêt bas, vous amenez une très mauvaise allocation du capital. Des gens qui ne devraient pas avoir accès au capital y ont accès, survivent alors qu'ils ne devraient pas survivre. Et donc, ça fait des années que je dis que la politique monétaire du Fed va nous amener dans une dépression. Puisqu'on va vers un ralentissement perpétuel de l'économie par une allocation du capital qui ne cesse d'être de plus en plus mauvaise. L'idée keynésienne qu'on arrive à la croissance par l'euthanasie du rentier est une imbécilité. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est n'attendez rien de la politique de la Fed, puisqu'ils ont un software dans la tête qui est un faux software. Ils ne croient pas à la création destructrice, ils croient à l'État créateur de richesse et à la subvention par l'intermédiaire des taux d'intérêt. C'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, concentrez-vous sur les entreprises qui marchent bien, mais surtout, n'attendez rien de la Fed, n'attendez rien du gouvernement américain. Il n'y en a rien à en attendre.